Bonjour. Aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver pour vous parler de Extraordinary Attorney Who, qui a été un immense coup de cœur en 2022 et qui, je crois, a résonné en beaucoup d'entre vous, et tant mieux. Extraordinary Attorney Who, ça raconte l'histoire d'une jeune femme qui est autiste, qui a réussi avec brio l'école d'avocat, mais qui ne trouve aucun poste parce que, justement, elle est autiste. Et du coup, lorsqu'elle est enfin recrutée dans un grand cabinet d'avocats, on va suivre avec elle son premier jour et ses premiers pas dans son tout nouveau travail. Je peux vous dire que j'ai été touchée, mais à un point que vous ne pouvez même pas imaginer, par cette héroïne. Elle arrive avec tout son univers. C'est une jeune femme ultra touchante et tous les moments où elle pense aux baleines et où il y a les effets spéciaux de baleines, j'ai trouvé ça d'une poésie et d'une beauté. C'est tellement bien fait, c'est tellement bien amené, c'est tellement bien pensé en fait. Enfin vraiment, maintenant dès que je vois une baleine ou un cétacé en tout genre, je pense forcément à elle. Elle m'a énormément touchée. Je pense pouvoir dire sans aucune hésitation que c'est mon héroïne de drama préférée de tous les temps. Voilà, c'est une déclaration d'amour. Ce que j'ai profondément aimé avec ce drama, c'est qu'on parle du handicap et je trouve qu'on en parle bien. Je trouve qu'on en parle bien parce que les choses ont été bien faites, avec beaucoup de bienveillance, beaucoup d'empathie, et c'est ce qu'on cherche, c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on a besoin de voir. Et je trouve ça vraiment chouette qu'on parle du handicap au travail parce que c'est des sujets qu'on aborde très rarement dans les séries au final. Et quand on voit tous les préjugés qu'elle va subir quand elle arrive les premiers jours, et à quel point c'est horrible de voir que son autisme la disqualifie aux yeux des autres, alors que pourtant elle a des capacités incroyables et qu'elle l'a démontré vu qu'elle a réussi ses études et qu'en plus elle a eu les honneurs. Mais en se basant sur leurs préjugés, en fait, tous ses collègues de travail au début vont la rejeter parce qu'ils vont penser d'emblée qu'elle n'est pas aussi capable qu'eux, qu'elle n'est pas capable de gagner des procès et que du coup elle leur sera inutile. Et en fait non, elle va leur prouver qu'elle est aussi capable qu'eux, si ce n'est plus. Et que la différence ne rime pas avec faiblesse. Je trouve que c'est une leçon de vie juste magnifique. Et j'ai une citation de l'épisode 3 qui, à mon sens, est très intéressante. Hans Asperger, le premier à avoir fait des recherches sur l'autisme, pensait qu'il avait malgré tout un côté positif. Il a dit: tout ce qui est différent et donc anormal n'est pas forcément inférieur. Grâce à leur nouvelle façon de penser et de voir les choses, les autistes peuvent accomplir de grandes choses. Hans Asperger a collaboré avec les nazis. Son travail était de déterminer quel enfant devait vivre ou mourir. Pour les nazis, les gens qui ne méritaient pas de vivre étaient les handicapés physiques, les mourants ou les malades mentaux, dont les autistes. Il y a seulement 80 ans, l'autisme était une maladie qui méritait la mort. Il y a seulement 80 ans, elle dit le nom d'un des personnages du drama, et moi n'aurions pas été jugés dignes de vivre. Aujourd'hui encore, des centaines de gens aiment un commentaire qui dit: l'étudiant en médecine meurt, l'autiste vit, c'est dommage. C'est le poids de ce handicap que nous portons, et c'est l'héroïne qui dit ça à l'épisode 3. Et effectivement, t'as une affaire où t'as un personnage autiste qui va être accusé de meurtre sur son frère, et sur le net, il y a plein de gens qui disent: voilà, c'est bien dommage, on a l'étudiant intelligent qui meurt et la personne autiste en fait qui vit. Et je trouve que ça illustre bien notre société et la manière dont les gens perçoivent les maladies mentales, le handicap, etc. Le seul petit bémol qu'on pourrait reprocher aux représentations des autismes dans les dramas ou dans les séries en général, c'est que souvent on nous présente le schéma où la personne est extrêmement intelligente, où elle a une mémoire incroyable, et je trouve que c'est dommage parce que ça réduit vraiment tous les spectres de l'autisme à un seul autisme. J'ai presque envie de dire un autisme populaire, l'autisme qui fait bien en fait. Et Extraordinary Attorney Who ne fait pas exception, mais il a au moins le mérite de nous proposer justement un personnage autiste qui n'a pas du tout la même manière de réfléchir, le même fonctionnement que notre héroïne, et ça diversifie un petit peu justement la visibilité des autismes au niveau du plus grand public. Je sais pas si je m'exprime correctement ou si vous comprenez mes propos, mais j'ai trouvé que c'était vraiment chouette qu'on nous propose un personnage qui vienne un peu contrebalancer ou montrer une autre facette de ce handicap. On a aussi, et je trouve ça vraiment très chouette, un engagement pour les baleines et pour l'environnement à travers notre héroïne qui, comme je vous disais en introduction, se passionne pour les baleines. Vraiment, quand tu rentres dans sa chambre, c'est incroyable. Il y a des trucs de baleines partout, il y a des doudous baleines, il y a des pendules baleines, il y a des chaussons baleines, il y a tout baleine et c'est trop mignon. Et là encore, j'ai une citation de l'héroïne à l'épisode 6 qui dit: la manière la plus répandue de chasser la baleine est de tuer le bébé en premier. Il tire au harpon sur le bébé sans défense, et alors qu'il nage en pleine souffrance, la mère ne le quitte jamais. Elle ne peut pas abandonner son bébé qui souffre. C'est à ce moment-là que le second harpon est tiré sur la mère, l'ultime cible. Les baleines sont intelligentes. Elles savent qu'elles seront aussi tuées en restant près de leur bébé, mais elles ne les abandonnent pas. Et là, elle dit une phrase qui m'a fait pleurer littéralement. Si j'étais une baleine, ma mère serait-elle restée à mes côtés? Et je trouve que c'est vraiment chouette qu'elle éduque le spectateur grâce à sa passion. Et elle dénonce les conditions de vie dans les parcs d'attractions aquatiques, les aquariums, la chasse à la baleine et toute autre structure les maintenant en captivité. Il y a plein de moments où vraiment elle parle de ça et je trouve ça trop chouette.
Et puis bien sûr, avant qu'on passe à la partie spoil, j'avais envie de vous parler brièvement de la romance qui est pour moi inattendue. Franchement, quand j'ai commencé le drama, je m'attendais pas du tout à ce qu'il y ait une romance, et quand j'ai compris qu'il allait en avoir une, j'étais tellement contente parce que c'est pas forcément facile de mettre en scène un personnage autiste et un personnage considéré comme normal ensemble, et leur romance était forcément dure à développer, et c'est magnifique la manière dont ça a été fait. Ce drama pour moi est juste magnifique dans tous ses messages, dans toute la manière dont il a été construit. Je suis trop fan. Franchement, si vous n'avez pas vu ce drama, j'espère qu'avec ces quelques mots je vous ai convaincu, parce que c'est une série qui m'a profondément touchée et qui, je pense, pourra profondément vous toucher aussi si vous êtes sensible à ce genre de sujet. Et vous allez voir, il y a plein d'enquêtes tout au long des épisodes sur plein d'autres sujets vraiment trop chouettes que je vais développer du coup dans la partie spoil. C'est vraiment un drama très humain. Franchement, si vous avez envie de quelque chose pour mettre du baume au cœur, quelque chose avec des personnages méga intéressants et attachants, avec franchement beaucoup de sensibilité, je me répète, mais j'ai vraiment adoré, j'ai vraiment gros coup de cœur. Donc voilà, si vous n'avez pas vu le drama, je vous invite à arrêter la vidéo maintenant et à revenir plus tard pour la terminer. Je vous fais plein de bisous, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. On est d'accord que si t'es encore là, c'est que t'as déjà vu le drama, parce que je vais spoiler. Et je voulais commencer par vous parler de la romance qui, comme je vous disais en partie no spoil, était pour moi inattendue. Vraiment, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait cette romance, et je l'ai pas vu venir tout de suite d'ailleurs. Et je trouve qu'il y a énormément de choses à dire, parce que c'est une romance qui, pour moi, est tout ce qu'il y a d'idéal, dans le sens où elle allie douceur, candeur et profond respect. Franchement, entre ces deux personnages, il y a vraiment quelque chose d'ultra sain en fait. Notre héros, il tombe amoureux d'une femme qui ne réfléchit pas comme les autres. Et je l'ai trouvé absolument exceptionnel dans sa manière de communiquer avec elle. Il est la première personne qu'elle va rencontrer en arrivant au cabinet d'avocat, et la première personne qui va lui tendre la main dès le début alors qu'il ne la connaît même pas. J'aimais aussi la manière dont il l'écoutait parler de baleines tout en réussissant à lui poser des limites. À l'épisode 2, quand il lui dit avec douceur et tact, vous n'avez rien d'autre à me dire à part des choses sur les baleines, et elle qui lui répond non. Et lui qui lui répond ah. Et pour ne pas la frustrer et pour lui poser quand même des limites pour que lui ce soit viable aussi pour lui, parce que bon, parler de baleines c'est chouette mais peut-être pas H24, il lui propose de fixer une heure pour parler des baleines en mangeant ensemble au déjeuner par exemple. Et c'est pour lui une manière de trouver un moyen de parler d'autre chose avec elle tout en ne la frustrant pas et en lui permettant de parler de son sujet préféré. J'aimais trop sa diplomatie, la manière dont il la protégeait tout le temps, dans la manière dont quand elle compte pour rentrer dans une pièce, il attend derrière, il compte aussi. Vraiment, il y a plein de choses dans cette romance qui sont tellement chouettes et qui m'ont fait vraiment fangirler sur ce couple et qui font que c'est un de mes couples préférés de 2022 sans hésitation. Et malheureusement, et c'est normal, il va aussi se rendre compte que cette romance va être semée d'embûches, parce qu'il pourra peut-être pas lui tenir la main plus de 57 secondes, parce qu'elle se montre parfois complètement insensible, et parce que parfois elle sera complètement perdue dans son propre monde dans lequel il ne parviendra pas à rentrer et qu'il risque de se sentir seul. Et franchement, c'est tellement touchant la manière dont il décide de quand même essayer, il décide de quand même se lancer et de tout faire pour que ça fonctionne, et vraiment moi ça m'a profondément touchée. Et il y a le petit dialogue de l'épisode 10 où elle dit: quand on a un handicap, le simple fait d'aimer quelqu'un ne suffit pas, même si je dis que c'est de l'amour, si les autres estiment que non, alors cela n'en est pas. Et lui qui lui dit: même si les autres le nient, si vous dites que c'est de l'amour, alors c'en est. Et elle qui lui dit: c'est dur de m'aimer. Lui il dit: oui, on dirait bien, mais vous allez quand même le faire? Oui. Et il s'avance et il l'embrasse. J'ai plein de citations les gars, à l'épisode 11 quand elle dit: tu sais, tu apparais dans ma tête comme les baleines. Même si tu n'en es pas une. C'est la première fois que je pense constamment à quelqu'un, c'est étrange. Et je vois dans mes notes qu'il y a aussi l'histoire du fauteuil à câlin, enfin vraiment. Cette romance, je suis méga fan. Dites-moi vous en commentaire si vous l'avez aimé autant que moi, ou si je suis la seule dans ce cas-là, mais franchement moi j'ai tellement aimé. Je voulais vous parler aussi brièvement des affaires. J'ai beaucoup aimé l'affaire numéro 2 sur le mariage raté, parce qu'on a un couple lesbien. Le sujet est survolé, hein, mais t'as quand même le mérite d'avoir un couple lesbien, et c'est suffisamment rare dans les dramas coréens pour le dire, et dramas tout court même. Et j'ai trouvé que franchement c'était vraiment trop chouette. Et il y a l'épisode 9, l'affaire du chef de l'armée de la libération des enfants, qui m'a profondément touchée, c'est mon affaire préférée. Et je le trouvais trop chouette quand il dit: avoir un nom qui fait rire les enfants et enrager les adultes, c'est comme cela que je veux vivre. Les ennemis des enfants en Corée sont les écoles, les académies et les parents. Ils ne laissent pas leurs enfants jouer, ils ont peur des enfants heureux et en bonne santé. Ils veulent des enfants anxieux qui souffrent et qui obéissent. Ils manipulent la loi et les institutions coréennes pour peser encore plus sur les enfants et qui tournent le dos au monde avant même de devenir adultes. Premièrement, les enfants doivent jouer maintenant. Deuxièmement, les enfants doivent être en bonne santé maintenant. Troisièmement, les enfants doivent être heureux maintenant. Et plus loin dans l'épisode, il dit aussi: à force de chercher à faire des choses extraordinaires, on a créé des sorties tendances pour les enfants mais sans amusement.
amusement. On les emmène ici et là, on leur fait faire ceci, cela, pour qu'ils expérimentent des trucs nouveaux et éducatifs. Ce n'est pas ça, s'amuser. Même s'ils ne font que regarder le ciel et rigoler en observant les nuages, tant que les enfants sourient et sont heureux, alors ils s'amusent. Et je trouve qu'il a tellement raison. On est dans une société où maintenant on construit plein de choses, où maintenant il faut des jouets hyper sophistiqués pour que ça plaise aux parents et que soi-disant ça plaise aux enfants. Mais je suis persuadée que comme lui, parfois c'est les choses les plus simples qui sont les plus chouettes, avec lesquelles on s'amuse le plus. Et j'ai trouvé ça super chouette qu'on en parle, qu'on y dédie une affaire. On connaît le système éducatif coréen, on connaît le système asiatique, à quel point il est dur, à quel point les mômes ils travaillent de ouf alors qu'ils devraient s'amuser à cet âge-là en fait, et c'est tellement injuste. J'ai beaucoup aimé aussi à l'épisode 12 quand on parle de précarité salariale des femmes, donc pareil là c'est survolé aussi, mais c'est bien d'en parler et c'est bien de lever le tabou et de dire bordel, on en a marre. Et maintenant on va passer à la partie des personnages. Bien sûr, je devais commencer par notre héroïne. J'ai une citation de l'épisode 1, ne me tapez pas, je sais j'ai plein de citations, je sais pas pourquoi, vraiment je notais plein de trucs. Woo Young-woo qui se souvient de tous les livres qu'elle a lus mais qui ne sait même pas utiliser une porte-tambour. Woo Young-woo, intelligente et bête en même temps. Et je trouve que cette citation, elle résume tellement la manière dont l'héroïne se voit. En fait, elle sait qu'elle a d'immenses capacités, qu'elle est capable de mémoriser des choses, des codes civils, des codes pénals entiers, on dit pénal ou pénal, j'en sais rien, mais en même temps, elle est incapable d'utiliser une porte-tambour. Vraiment, il y a des choses qu'elle ne comprend pas, des mécanismes qu'elle ne comprend pas, et cette ambivalence est méga chouette, et elle s'en rend compte, mais elle ne sait pas comment faire et comment trouver des solutions, en fait. Elle est incapable de faire partie du monde avec les autres, du coup elle s'est créé son propre monde peuplé de belles baleines et je l'ai trouvée ultra touchante. Enfin, comme je vous disais au début de la vie, j'ai vraiment eu un immense coup de cœur pour elle. Elle va énormément apprendre tout au long du drama et c'est ça qui fait que c'est vraiment chouette. T'as vraiment une héroïne au début et une héroïne à la fin, et j'ai trouvé son évolution juste magnifique. Et je me souviens de l'épisode sur les trucs automatiques là, les trucs de banque là, où à la fin elle pleure devant le héros en lui disant qu'elle a eu tort, qu'elle savait qu'il mentait mais qu'elle a quand même fait semblant de pas savoir parce qu'elle voulait gagner contre le méchant avocat. Et c'est tellement touchant. Enfin vraiment, cette héroïne je l'ai trop aimée. Je pense que ça sert à rien que je me répète, vous avez compris, mais voilà, je l'aime. Ensuite, le héros, au travail, il est hyper populaire, il est apprécié de tout le monde. Il est beau garçon, il est bienveillant, il est serviable, il est attentionné, il travaille bien. Ses sourires te réchauffent le cœur. Il inspire la confiance, il apaise tout le monde. Enfin, vraiment, c'est un personnage doudou. Dans cette saison 1, il est un peu effacé et j'espère vraiment qu'il aura plus de place dans la saison 2 parce que vraiment, c'est un coup de cœur intersidéral. On adore ce genre de héros hyper sain, franchement. C'est has-been les héros méchants, hein, c'est has-been. Le second lead féminin est un de mes seconds leads féminins préférés de 2022, je l'ai trop aimé. L'héroïne l'a décrit comme le soleil printanier. C'est une jeune femme qui a énormément de caractère et qui a énormément de poigne et en même temps qui a énormément de cœur, et quand t'allies les deux, tu peux faire vraiment des miracles, et elle va aider l'héroïne tout au long du drama. Elle va faire de grandes choses, elle va vraiment se battre pour ses convictions, je la trouve formidable, j'ai vraiment beaucoup aimé ce personnage. On a le patron aussi de notre héroïne qui au début va se montrer plein de préjugés envers l'héroïne, mais qui très vite va lui donner sa chance, ça va être une des premières personnes à croire en elle. Il a confiance dans ses capacités, il se montre patient, il lui donne plusieurs chances vraiment, il la pousse pour qu'elle réussisse, et j'ai adoré ce personnage, je l'ai trouvé méga touchant. Et quand il se rend compte qu'il a une maladie et qu'il a passé sa vie à taffer comme un malade et qu'il a jamais pris de temps pour lui ou pour ses proches, et que c'est pour ça par exemple qu'il a perdu sa femme, qui a divorcé parce qu'elle n'en pouvait plus de passer tout le temps après le travail, c'est un personnage qui est méga attachant, méga touchant, et que j'ai très hâte de revoir aussi dans la saison 2, j'aimerais bien qu'il soit davantage développé. Il est tellement trop chouette, je l'ai beaucoup aimé. On a bien sûr sa meilleure amie qui était vraiment exceptionnelle, j'ai eu un coup de cœur, elle est trop géniale, enfin cette meuf est complètement tarée. J'ai adoré son extravagance, j'ai adoré son assurance, son côté déjanté, son optimisme, ses cheveux courts, vraiment cette meuf elle a la classe. Et j'aimais trop franchement quand au lycée elle décide d'accepter d'être pote avec l'héroïne et de la protéger du coup, et c'est vraiment la psychopathe et la ratée ensemble, et franchement quel duo de feu. On a aussi bien sûr l'avocat pourri, comme je l'appelais pendant tout le drama parce que j'ai envie de le comme ça, qui m'a aussi quand même parfois pas mal touchée et bouleversée parce que on sent qu'il coule. Il coule, il ne sait pas comment faire, et j'ai une citation encore quand il crie sur le parking « Mais elle est plus forte que moi ». On sent vraiment son désespoir, son impuissance, et il dit « Woo Young-woo est plus forte que moi, tu ne comprends pas. Tu as dit que sur son nom était Woo Young-woo toujours première. C'est un jeu injuste. Elle nous bat à chaque fois. »
pourquoi on ne devrait pas l'attaquer. Pourquoi? Parce qu'elle est autiste, on doit toujours être prévenant et l'aider, on doit même lui laisser notre place dans la voiture. Croire que Young-woo est faible est une grave erreur. Et c'est pour ça qu'il va pas arrêter de la harceler et d'être insupportable tout au long du drama. Franchement, je l'ai détesté quand même, hein, avouons-le. Mais dans la deuxième partie du drama, parce que il est en crush sur le second lead féminin, il va faire des efforts pour essayer de changer, pour se montrer un peu plus sympathique et un peu plus humain. Et j'ai bien aimé cette deuxième facette de lui, cette facette un petit peu plus fragile quand on découvre un peu son passé familial et un peu plus sympathique. Je pense que dans une saison 2, il aurait vraiment de quoi se révéler et j'ai très hâte. Franchement, j'ai très hâte. Le papa de notre héroïne, oh là là. Vraiment, il m'a fait si mal au cœur. J'ai encore une citation de l'épisode 3. Quand on vit avec un autiste, on se sent seul. Ça m'a peiné quand tu vois la scène où il marche sur les Legos. Il fait semblant de pleurer au début pour attirer son attention et la môme, elle ne le voit pas. Enfin, son monde est dans sa tête, elle ne voit pas son papa qui pleure. Et au début, il faisait semblant de pleurer et là, il pleure pour de vrai parce qu'il est impuissant, il sait pas comment faire et ça fait tellement mal au cœur. Et c'est un papa célibataire qui a tout sacrifié pour éduquer sa fille, qui a fait de son mieux du début à la fin et qui vraiment m'a beaucoup touchée pour ça parce que tu sens qu'il essaie du mieux possible de la comprendre, de l'aider à interagir avec le monde, avec les autres. Franchement, il a fait un taf de malade. Ce papa est incroyable. Il mérite un honneur pour papa, moi je vous le dis. La mère de l'héroïne, très intéressante aussi. Bon, je lui en veux beaucoup, hein, mais ça, voilà, hein, le personnage est construit comme ça. C'est un personnage qui va apporter beaucoup d'émotions au drama quand même, parce que il y a deux scènes quand même dont je me souviens bien. La scène où l'héroïne lui avoue qu'elle est sa fille, où tu vois que sa mère se décompose littéralement. Ensuite, la scène de fin, quand elle se compare à un narval, et j'ai encore une citation à l'épisode 15. Je vis dans un océan inconnu avec des belugas inconnus. Comme tout le monde est différent de moi, cela n'a pas été facile de m'adapter et beaucoup de baleines me détestent. Mais ce n'est pas grave parce que c'est ma vie. Même si ma vie est étrange et insolite, elle est précieuse et belle. Oh mon dieu, c'est si beau. Ça me donne envie de pleurer. Bref, pour conclure et parler des derniers épisodes, on a eu des petits retournements de situation dans le couple avec le héros qui a pleuré, les gars. Il a pleuré. Et je terminerai avec cette dernière citation beaucoup trop mignonne du héros qui dit: mes sentiments pour toi, c'est un peu comme un amour non partagé pour un chat. Parfois, les chats nous font nous sentir seuls, mais ils nous rendent tout aussi heureux. Quand je déjeune avec toi et que je t'écoute parler de baleines, quand on suit toutes les idées de ta liste de rendez-vous bizarres, quand je te tiens la main pendant moins de 57 secondes, quand on s'embrasse en se cognant les dents, quand je vois l'étincelle dans tes yeux quand tu as une bonne idée, quand je peux te calmer quand tu es anxieux en te serrant contre moi, tout ça me rend heureux. Alors ne nous séparons pas. Voilà. Je conclurai sur cette magnifique citation en disant que j'ai très hâte de la saison 2 parce que même si elle n'est pas confirmée pour le moment, j'y crois vraiment parce qu'il y a des choses qui ne sont pas abouties dans l'histoire, il y a des réponses qu'on n'a pas encore et je pense qu'il y a matière à aborder encore plein de sujets dans de nouvelles affaires, qu'il y a matière encore à faire évoluer l'héroïne, à faire évoluer son couple, à faire évoluer le couple secondaire aussi et j'espère vraiment qu'il y aura une saison 2 parce que pour moi ce drama ne peut pas se terminer comme ça, c'est pas suffisant, ça me laisse sur ma faim. je vais m'arrêter là parce que je pense que sinon je vais pouvoir en parler encore longtemps. Je crois que ce sera le plus long avis de ma chaîne quand même, donc voilà. Je vous fais plein de bisous, je vous dis à très vite. Dites-moi en commentaire vous si vous avez aimé le drama ou non, ce que vous en avez pensé des personnages, de l'histoire, du traitement du handicap, tout. Et je vous fais plein de bisous, salanier, popo, bye bye.